Bien. Bonjour à toutes et à tous. Nous examinons aujourd'hui le deuxième rapport de mission d'information de la législature, après celui consacré à la police judiciaire. Ce rapport s'inscrit dans le prolongement des travaux conduits au cours de la précédente législature, puisque nos rapporteurs Cécile Untermaier et Jean Terlier avaient déjà conduit ensemble une première mission d'information sur la justice pénale des mineurs, dont le rapport avait été présenté à notre commission en février 2019. Il avait par ailleurs préfiguré le travail du ministère de la Justice et de Mme Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, qui avait pu prendre une ordonnance le 11 septembre 2019 portant nouveau code de justice pénale des mineurs. Celui-ci entra en vigueur le 30 septembre 2021, soit depuis 1 an et demi, et le moment nous paraissait choisi pour dresser un premier bilan de cette réforme d'ampleur qui devait notamment permettre de clarifier et rationaliser les procédures applicables aux mineurs, notamment pour ce qui concerne les mesures éducatives. Le sujet, au-delà de la technicité des procédures, présente une sensibilité particulière, à la fois parce que les problèmes de délinquance des mineurs ont conduit, au cours des dernières années, à un empilement de réformes, dernière décennie même, un empilement de réformes, mais aussi parce que, s'agissant des mineurs, nous devons rester attentifs à respecter certains principes constitutionnels, la spécialisation de la justice qui leur est applicable, la primauté de l'éducation sur le répressif, ou encore l'atténuation de leur responsabilité pénale pour les plus jeunes d'entre eux. Et c'est à ces questions qu'il nous faut répondre pour chercher des réponses fermes, efficaces, mais aussi adaptées aux mineurs, en fonction de leur âge et de leur personnalité, qui n'ont pas tous les mêmes capacités de discernement. C'est d'ailleurs un exercice périlleux que de s'attaquer à la réforme de l'ordonnance de 45, auquel, je crois, vous nous direz un mot, mais le gouvernement a certainement réussi. Depuis le début des travaux, en octobre dernier, nos rapporteurs, Cécile Untermaier et Jean Terlier, donc, qui se trouvent à mes côtés, vous êtes pleinement saisis du sujet. Vous avez organisé une trentaine d'auditions, de tables rondes pour dialoguer avec tous les professionnels. Vous avez également rencontré les magistrats, les avocats dans de nombreux tribunaux judiciaires pour vous faire une idée de la façon dont la réforme est perçue et surtout appliquée, dont elle a eu des effets sur l'évolution des stocks et sur l'efficacité du traitement de nouvelles procédures. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre implication, pour votre persévérance, pour votre bonne entente, et afin de faire aboutir le travail que la commission et le bureau de la commission vous a confié en vous mandant pour ce rapport. Donc, je vais vous donner la parole. Je rappellerai que cette présentation sera suivie d'interventions de 2 minutes, puis d'un vote. Le vote n'est pas sur le fond du rapport, et donc sur votre position par rapport au fond du rapport, mais sur l'opportunité ou non de publier les conclusions du dit rapport. Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, qui commence ? Monsieur Terlier. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais commencer mon propos par des remerciements. Évidemment, en ton droit, Monsieur le Président, parce que c'était important pour nous que vous nous confiez cette mission d'évaluation sur la mise en œuvre du Code de justice pénale des mineurs. Vous l'avez rappelé, c'est un travail de longue haleine qui a commencé en 2018 et qui a commencé en 2018 avec Cécile Untermaier. Donc c'était une idylle qui dure, avec ma chère collègue Cécile Untermaier. Je voulais aussi également remercier nos deux aidants très précieux, administrateurs, François Joly et Ludovic Pinto, qui nous suivent aussi également depuis le début sur ces missions concernant la justice pénale des mineurs. L'exercice que nous achevons aujourd'hui est un travail qui est une étape en réalité, qui est un travail d'évaluation de la mise en œuvre d'un texte à N plus 1 an et demi. C'est une photographie intéressante à l'instant T sur la mise en œuvre d'un texte, mais qui est une photographie insuffisante compte tenu du peu de recul que nous avons concernant une réforme qui a bouleversé l'exercice de la justice pénale des mineurs. Un texte que nous achevons donc et qui s'inscrit dans une série de travaux, vous l'avez rappelé, sur la question de la justice pénale des mineurs. Le Parlement s'est en effet pleinement impliqué dans cette réforme de grande ampleur, qui était la création d'un code de justice pénale des mineurs, que nous désignerons ensuite par son acronyme CJPM. Je me permets de vous rappeler que le Parlement avait habilité le gouvernement à créer le CJPM par ordonnance lors de la loi de programmation 2018-2022. Et dès 2018, une mission d'information menée à l'époque déjà par Cécile Untermaier et moi-même avait travaillé en lien avec la chancellerie sur la nécessaire réforme de l'ordonnance de 1945 qui régissait jusqu'alors la justice pénale des mineurs. Cette ordonnance de 1945, elle avait été modifiée, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, à près de 40 reprises. Elle était devenue, pour les professionnels du droit, que ce soit les magistrats, les avocats, mais également les éducateurs de la PJ, complètement illisible, très difficilement applicable. Et tous faisaient le constat d'une nécessaire réforme, d'une nécessaire refonte de cette ordonnance de 1945. Mais on a une ordonnance de 1945, il faut bien le dire, qui était un totem. Personne ne voulait toucher à la justice pénale des mineurs, de peur de se brûler. Et je crois qu'il faut saluer ici le courage
courage de Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, et puis dans sa lignée, évidemment, Éric Dupond-Moretti, d'avoir accepté de porter ce sujet pour que le Parlement puisse évidemment s'en saisir. En quelques mots, voici le constat que nous faisions à l'époque. Des délais de jugement trop longs, 18 mois en moyenne pour obtenir un jugement pour un mineur, insatisfaisant tant d'un point de vue éducatif que pénal, évidemment, des juridictions noyées sous un stock d'affaires en attente de jugement, des victimes indemnisées trop tardivement, des mineurs pris en charge avec retard, souvent, très souvent, une fois devenus majeurs, un recours en détention provisoire excessif, des mesures inadaptées à l'évolution de la délinquance, une articulation insuffisante entre protection de l'enfance et prise en charge pénale, des moyens insuffisants et des logiciels informatiques peu performants. Le CJPM a donc cherché à répondre à ces différentes difficultés qui sont nées à la fois d'un manque d'investissement, il faut le reconnaître, de la part des pouvoirs publics en la matière, mais aussi d'une perte de cohérence liée à une succession de transformations d'un texte qu'il était nécessaire de remettre à plat. Le CJPM, tout en rappelant dans son article préliminaire les grands principes de l'ordonnance de 1945, je me permets de vous les rappeler, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la primauté de l'éducatif sur le répressif, mais aussi également la question des juridictions spécialisées. Donc ces grands principes de la justice pénale des mineurs ont été préservés, mais il prévoyait une réforme de procédure de grande ampleur, en généralisant ce que l'on appelait la césure pénale, en remplaçant donc la mise en examen par une audience de culpabilité tenue entre 10 jours et 3 mois. S'en suivait une mise à l'épreuve éducative, puis un jugement sur la sanction qui intervenait entre 6 mois et 9 mois. L'audience de culpabilité, elle avait, en intervenant très rapidement, je le rappelle, entre 10 jours et 3 mois, 4 objectifs. Répondre rapidement à l'infraction, limiter la durée de la détention provisoire, traiter l'indemnisation des parties civiles et enclencher une mesure éducative permettant de mieux connaître le mineur avant de prononcer une sanction en cours d'une seconde audience qui intervient 6 à 9 mois après la première. Dans l'intervalle, une mise à l'épreuve éducative avec la possibilité de statuer, dans le cadre d'une audience unique, qui statuait donc sur la culpabilité et sur la sanction que si le mineur était évidemment déjà connu. Le CJPM prévoyait également une refonte des mesures éducatives, une mesure éducative unique, celle-ci pouvant être rassemblée en différents modules, au nombre de 4, santé, réparation, placement, insertion et des alternatives aux poursuites. Il mettait enfin en place une présomption de discernement à partir de l'âge de 13 ans, afin de rapprocher la France de ses engagements internationaux en la matière. En deçà de 13 ans, le discernement du mineur doit être démontré pour engager des poursuites pénales, sans quoi le mineur relève de l'assistance éducative. Nous commencerons par faire un point sur la préparation de la réforme, puis sur la transition de l'ordonnance de 1945 vers le CJPM, et enfin sur ses conséquences et les éventuels ajustements que nous préconisons. Sur la préparation de la réforme, le Parlement a pu examiner cette réforme dans son ensemble et la discussion au Parlement a permis d'amender l'ensemble du Code. Cela a eu l'avantage de s'assurer de la cohérence de la réforme et des nouvelles procédures. Ce débat avait également permis de reporter à 2 reprises l'entrée en vigueur du 1er octobre 2020 au 31 mars, puis au 1er septembre 2021. Ce report de l'entrée en vigueur avait été effectivement souhaité par les magistrats dans un contexte de crise sanitaire que chacun connaît, mais aussi également compte tenu des stocks d'ordonnances de 1945 que connaissaient un certain nombre de juridictions. Il faut donc saluer l'importance d'avoir laissé un délai suffisant au gouvernement pour préparer la réforme, compte tenu de son ampleur, du contexte compliqué dans lequel s'est déroulée cette réforme, marquée par le manque de moyens et donc, je l'ai rappelé, la crise sanitaire. Le constat que nous faisons est que la réforme a été globalement bien préparée par l'administration centrale et les juridictions. Beaucoup de formations ont été organisées en direction des magistrats et une importante documentation a été fournie. Cet accompagnement a été un peu moins soutenu envers les éducateurs qui n'ont pas toujours eu le temps de se former et pour lesquels les implications de la réforme sur leur mission n'ont pas été suffisamment anticipées. Je voudrais aussi également préciser que cette réforme est intervenue et a vu le jour dans un contexte d'augmentation très sensible du budget de la justice, plus 40% depuis 2017, ce qui ne doit pas, en revanche, nous détourner de l'attention que nous devons renforcer sur les moyens dédiés aux juridictions spécialisées, aux juges des enfants qui en ont bien besoin. Madame la rapporteure.
Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier déjà mon co-rapporteur Jean Terlier, avec lequel nous avons vraiment échangé et travaillé et abouti sur un texte qui était quand même très difficile. Nous sommes dans la troisième phase, c'est-à-dire la concrétisation de ce code. Comment cela se passe-t-il sur le terrain? Et je pense que c'est le plein travail du député que d'aller s'assurer que le texte qu'il a voté se passe bien ou se passe mal sur le territoire et en faire des remontées. C'est l'objet en fait de ce rapport qui, derrière ces mots, ne doit pas faire oublier quand même la difficulté, l'enjeu et le challenge qu'était de codifier l'ordonnance de 45, que Christiane Taubira avait d'ailleurs voulu faire, à laquelle nous avions renoncé parce que le contexte ne s'y prêtait pas et parce qu'il y a quand même un enjeu fort qui est celui qu'a rappelé Jean Terlier, c'est de conserver l'esprit de l'ordonnance de 45. Et le Code de la justice des mineurs conserve totalement l'esprit de l'ordonnance de 45 et nous avons vu dans le cadre de son application que ces grands principes qui ont été rappelés précédemment ne sont pas remis en question. Donc moi je voulais bien sûr remercier Jean Terlier, mais je voulais remercier aussi François Joly et Ludovic Pinto, parce que sans eux, le rapport n'aurait pas la qualité que je lui trouve et que j'espère que vous partagerez avec nous. Remercier aussi Sacha Houlier, parce qu'il faut se mettre tous ensemble pour que la chaîne des acteurs travaille dans une mission d'information, dans un texte et ensuite dans un rapport d'application, dans un délai suffisant pour que ça ne perde pas de sens. Et je pense qu'on y est arrivé ici à la Commission des lois, et la démonstration que nous savons travailler sérieusement sur des sujets majeurs comme celui-ci, c'est un gage, me semble-t-il, important pour la Commission des lois. Alors, nous avons constaté aussi que le ministère de l'Intérieur avait été assez peu actif pour aider les enquêteurs à intégrer la réforme, alors même qu'ils font partie intégrante de la procédure et que finalement l'absence d'information a nui à la fluidité qu'on aurait pu attendre. Et nous insistons donc sur la nécessité de corriger cela et d'harmoniser les formations et les pratiques d'une profession à l'autre, et je dirais plutôt d'un ministère à l'autre. Mais bon, c'est une difficulté que nous rencontrons régulièrement sur ces dossiers qui font intervenir deux ministères, particulièrement quand il s'agit de la police et de la justice. Mais pour le coup, je pense que les messages que nous avons passés et que nous allons continuer à faire passer vont améliorer et simplifier le dispositif. Nous avions également demandé, au cours des débats, le report de la date d'application, ce qui a été obtenu. Et je remercie ici les commissaires aux lois qui nous ont aidés à obtenir ce report de 6 mois. Mais nous avions également demandé des moyens spécifiques qui soient accordés aux juridictions parce qu'elles ont celles qui ont des stocks très élevés de l'ordonnance de 45 pour leur faciliter l'entrée dans cette nouvelle procédure. Alors, nous avons constaté, et en toute franchise, que cela n'a pas été le cas. On peut penser que les 40% de budget qui ont été votés depuis sont arrivés après, et que les magistrats et tous les acteurs de la justice ont fait ce qu'ils ont pu avec des effectifs qui étaient toujours les mêmes, et nous devons les remercier et leur dire notre reconnaissance. La transition, finalement, elle s'est bien déroulée, et je pense que c'est le fruit de l'effort conjoint des acteurs de la justice, des échanges qui ont eu lieu au sein de chaque juridiction. Elles ont pris les affaires en main, sans que cela soit écrit dans le code, entre le parquet, le siège, la direction de la PJJ, le barreau, pour mettre en place donc ces nouvelles procédures et organiser en quelque sorte cette nouvelle bataille qui s'engageait. 1 an et demi après l'entrée en vigueur de la réforme, on constate que les stocks et les délais ont considérablement baissé. En octobre 2021 et octobre 2022, le stock des procédures régies par l'ordonnance de 45 a diminué de près de 70%. Et quant aux délais, ils sont de 2 mois et 3 jours pour l'audience de culpabilité, donc la première audience, et de 8 mois et 11 jours pour l'audience de sanction. On est donc bien en deçà du maximum de 12 mois porté par le Code, mais aussi bien en deçà de ce qui était constaté et qui nuisait beaucoup à la politique pénale en faveur des mineurs, à savoir des décisions qui intervenaient au-delà de 18 mois.
Alors pour y parvenir, les magistrats ont multiplié les audiences, parce qu'il n'y a pas de secret, pour aller vite, il faut avoir plus d'audiences. Et les parquets ont recouru massivement aux alternatives aux poursuites quand cela était possible pour libérer les stocks de l'ordonnance de 45. Nous voulons saluer les efforts et la qualité du travail fourni par les juridictions qui l'ont fait toujours en conscience de l'importance des affaires qu'ils avaient à juger. Nous avons aussi profité de cette mission pour procéder à une série de tables rondes en nous appuyant donc sur ces magistrats du siège et du parquet, le barreau, la direction territoriale de la PJJ. On a veillé à ce que différents ressorts soient entendus, parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Marseille, Toulouse, Castres, Rodez, Dijon, Lyon, Paris, Nanterre, Bobigny, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Nouméa. Alors le premier constat, c'est que la réforme est acceptée par tous, est bien acceptée. Mais qu'elle est vécue différemment d'une juridiction à l'autre. Alors, dans les départements ruraux, et disons dans les tribunaux judiciaires de petite ou moyenne importance, cette réforme a été appliquée sans difficulté, et même avec une réelle satisfaction de voir que la chose jugée était jugée plus rapidement, parce que c'est aussi le sens du travail pour le magistrat que de voir la décision intervenir rapidement après les faits. Alors, il est clair que dans ces départements, la prise en charge est bonne, elle répond aux besoins des mineurs. Dans les départements urbains et dans les très grosses juridictions, elle est parfois perçue comme contraignante compte tenu du flux d'affaires à traiter. Mais dans l'ensemble, de la manière la plus transparente, moi je dois dire que j'ai été assez sensible au fait que l'ensemble de la réforme était jugé positif par rapport aux angoisses qui avaient été exprimées auparavant. Positif, bien sûr, d'abord parce que c'est important et essentiel pour les mineurs, mais aussi pour les victimes qui se sont reconnues dans un dispositif où la reconnaissance des faits était immédiate en leur présence et que le préjudice était d'ores et déjà prise en considération. Alors pour les mineurs, la réponse et la prise en charge arrivent plus vite, ce qui renforce la qualité de la réponse pénale. Ça, c'est indiscutable. C'est un élément essentiel, me semble-t-il, et recherché dans notre projet. La durée de la détention provisoire est réduite, même s'il nous faudra veiller à ce que la réduction de la durée ne soit pas compensée par un recours plus fréquent à celle-ci. Nous l'avons signalé dans nos recommandations. Et sur ce point précisément, nous recommandons de spécialiser davantage les juges de la liberté et de la détention. Pour les victimes également, c'est ce que je disais précédemment, la réponse pénale arrive plus vite et elle permet une indemnisation dans des délais beaucoup plus brefs, 68 jours en moyenne contre 18 mois sous l'ordonnance de 45. 68 jours en moyenne contre 18 mois sous l'ordonnance de 45. Le Code offre une place importante aussi aux mesures de médiation et de réparation qui devraient, selon nous, être davantage prononcées par les magistrats, notamment au stade de la mise à l'épreuve éducative. Nous considérons que la césure, le fait que l'auteur et la victime soient rassemblés, que l'on décide et que l'on reconnaisse en fait les faits, donne un terreau utile à développer la médiation, la discussion entre l'agresseur et l'agressé. Et je crois que c'était une dimension que nous avions moins perçue lorsque nous avions travaillé sur le Code, mais il nous semble que c'est une orientation vers une justice réparatrice ou restauratrice qui paraît tout à fait intéressante. Donc, tout cela va dans le bon sens. Nous soulevons cependant dans ce rapport quelques points d'inquiétude, bien sûr, et des suggestions d'amélioration. Concernant les moyens, nous sommes inquiets de la capacité à assurer dans la durée les bons résultats de l'entrée en vigueur. En effet, certaines juridictions commençant à rencontrer des difficultés à tenir les délais. Elles ont mis le maximum au stade de l'application dès la première année, mais il peut y avoir un essoufflement, une accumulation, et nous devons veiller à ce que les effectifs soient au rendez-vous, comme cela avait été annoncé. La réforme est contraignante pour les professionnels, car elle réduit les délais et augmente le nombre d'audiences, ce qui met des services de greffe et les éducateurs sous pression. Dans le même temps, les logiciels n'ont pas été améliorés et de nombreux professionnels sont obligés de bricoler pour assurer le suivi des mineurs. Donc ça, ce sont des éléments de fait qui sont objectivables et finalement,
facilement améliorable. Lorsqu'on a à la chancellerie le souci du numérique et la mise en place de logiciels qui conviennent à l'ensemble des acteurs, eh bien c'est une politique du numérique qui doit être menée. Je ne vous l'apprends pas ici, nous l'avons tous constaté et nous le constatons également pour l'application de ce nouveau dispositif de la justice des mineurs. Nous recommandons donc, outre des effectifs supplémentaires, sans oublier les greffes, de faciliter le travail des éducateurs et des magistrats en leur fournissant des outils adaptés. C'est revenu assez fréquemment et je pense que ça n'est pas inatteignable. La dématérialisation du dossier unique de personnalité, encore en cours dans de trop nombreuses juridictions, pourrait permettre d'accéder plus rapidement. C'est assez technique, mais c'est tout à fait essentiel de le soulever et nous le dirons à la chancellerie. Ce document unique de personnalité sur lequel se fonde le juge quand il prend une décision, eh bien, il doit être dématérialisé et mis en communication à l'ensemble des acteurs, y compris les avocats, qu'ils ne soient pas dans l'obligation d'aller chercher au greffe un document, les éléments du document unique de personnalité, mais puissent entrer dans l'ouverture sur cette plateforme pour connaître la personne. Et on gagnera beaucoup de temps et on facilitera beaucoup les choses si on arrive à cela. Donc ça suppose une réorganisation des logiciels et une évolution des pratiques de la part des éducateurs. Merci. Nous formulons donc plusieurs recommandations complémentaires, et je le précise, dont le but n'est pas de changer la philosophie ou les grandes orientations du CJPM. L'objet de ces recommandations est plutôt de procéder à des ajustements nécessaires, ponctuels et techniques, pour que la réforme atteigne bien l'ensemble des objectifs qui lui avaient été fixés par le législateur. Nous proposons plusieurs adaptations relatives à l'audience unique et à la césure du procès pénal. Je rappelle ici que le principe de l'ordonnance de 1945 et surtout du CJPN sur la mise en place de cette césure était de faire de cette procédure de césure le principe et de l'audience unique qui réunit l'audience de culpabilité et l'audience de la sanction en une même audience, l'exception. Nous sommes donc convaincus que la césure pénale permet tout à la fois de concilier les objectifs de célérité et la réponse pénale et l'adaptation de la sanction au prononcé du mineur. L'audience unique, qui, comme je l'ai rappelé, est une exception, est justifiée notamment lorsque le mineur est déjà connu de la justice ou lorsque c'est l'intérêt du même mineur. Nous ne proposons pas donc de modifier les critères permettant la tenue de l'audience unique. Pour autant, nous pensons qu'il est possible de mieux encadrer l'audience unique sans contourner les principes de la réforme. Pour les mineurs qui ne sont pas déjà connus de la justice, la transformation de l'audience de culpabilité en audience unique ne devrait pouvoir intervenir, selon nous, qu'avec l'accord du mineur exprimé en présence de son avocat à l'audience. Ce que nous avons pu constater dans le cadre des différentes tables rondes que nous avons menées, c'est qu'on avait un certain nombre de juridictions qui, lors de l'audience de culpabilité, décident au fond que la culpabilité ne se pose pas de difficulté, que le mineur est disposé à accepter une sanction, et donc transforment l'audience de culpabilité en audience donc unique et prononce également une sanction. Et il nous faut ici, je pense, mettre des garde-fous, et notamment ce garde-fou serait de prévoir l'accord du mineur exprimé en présence de son avocat à l'audience. Il faut également mieux appréhender certaines problématiques nouvelles qui sont apparues avec la césure du procès pénal. Nous pensons au respect du principe de la continuité d'intervention du juge. En effet, le principe de continuité d'intervention du juge, c'est celui qui consiste à faire en sorte que le juge qui va avoir à traiter la problématique d'un mineur et le dossier d'un mineur lors de l'audience de culpabilité, eh bien, ce soit ce même juge qui puisse le suivre, notamment lors du contrôle de la mesure éducative, mais aussi également qui soit celui qui intervient pour juger lors de l'audience sur la sanction. Et on constate notamment dans les juridictions importantes que cette intervention n'est pas toujours le cas, ce qui nous pose là pour le coup une réelle difficulté quant au principe que devait poser le Code de justice pénale des mineurs sur la continuité d'intervention du juge. Il y a aussi une problématique liée à l'effet de l'appel sur l'instance pénale en première instance. Nous avons rencontré parfois certaines juridictions qui nous relevaient que, alors qu'elles avaient prononcé un jugement sur la culpabilité, eh bien, ce jugement avait fait l'objet d'un appel, un appel qui n'avait pas encore été jugé devant la cour d'appel, alors qu'intervenait l'audience sur la sanction. Nous proposons un certain nombre d'adaptations, celle qui me semble
pour moi être la plus pertinente, c'est peut-être à l'instar de ce que nous avons fait pour les juridictions au fond et les juges des enfants, d'avoir à statuer dans des délais contraints. Eh bien, c'est aussi également de permettre que les cours d'appel soient contraints dans les délais dans lesquels elles doivent rendre un appel portant sur un jugement sur la culpabilité. Les sujets des auditions libres a aussi également très souvent été soulevés au cours de nos travaux. La présence obligatoire de l'avocat pose des difficultés en pratique au service enquêteur. Il arrive que les mineurs et leurs représentants légaux se présentent au rendez-vous sans avocat. Inversement, il arrive que l'avocat commis d'office soit bien présent, mais que le mineur soit absent. Dans les deux cas, l'enquêteur ne peut procéder à l'audition et se voit contraint de reporter cet acte à une date ultérieure, induisant ainsi un allongement du temps dédié au traitement de la procédure. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que cette question de la présence de l'avocat a été souvent soulevée par les forces de police et de gendarmerie, mais nous avons considéré qu'on ne pouvait pas revenir sur la nécessaire présence de l'avocat quand il s'agit d'un mineur dans une poursuite pénale. Et donc nous avons constaté que des solutions finalement avaient été trouvées dans certaines juridictions qui s'en donnaient les moyens. Des solutions pratiques. En lien avec les barreaux, parce qu'il s'agit de parler ensemble, notamment par la mise en place de permanences qui permettent de garantir la présence de l'avocat, ou encore la planification de journées ou demi-journées dédiées à des auditions libres de mineurs. Ça nous paraît, c'est faisable dans certaines juridictions, ça doit l'être dans d'autres. Ces initiatives doivent être encouragées. Nous en avons fait une de nos recommandations. Nous ne pensons donc pas qu'une évolution législative, par exemple la mise en place d'un délai de carence qui nous avait été proposé, soit poursuivie. Il faut aller vers l'organisation et je pense que la chancellerie, via des circulaires, devrait pouvoir aider à atteindre cet objectif. D'une manière générale, il faut poursuivre l'effort de coordination de tous les acteurs de la justice pénale des mineurs. Des réunions locales à un rythme régulier sont indispensables. C'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on ne pense pas à faire ces réunions, mais il faut les prévoir. Un dialogue siège-parquet est absolument nécessaire pour calibrer au mieux les audiences. Nous proposons aussi que le juge des enfants puisse solliciter la présence du parquet lors des audiences de cabinet pour les affaires les plus complexes, notamment celles pour lesquelles les faits sont contestés ou lorsqu'il y a plusieurs auteurs qui se renvoient la responsabilité de l'infraction. La présence du parquet est un élément à la fois modérateur et important d'appui pour le juge. Ces audiences sont difficiles à tenir et l'accusation peut avoir besoin d'être portée oralement et pas uniquement par les réquisitions écrites du parquet. Enfin, nous insistons sur la nécessité d'une meilleure connaissance statistique de la réalité de la justice pénale des mineurs. C'est valable pour la justice pénale des mineurs, mais c'est valable, je pense, pour beaucoup de sujets concernant la justice. Nous avons été frappés au cours de nos travaux par la difficulté d'obtenir des chiffres fiables sur certains aspects de la procédure. Celle-ci vient de commencer, donc on peut comprendre aussi, mais mettons en place les outils statistiques de sorte que ce travail soit le plus éclairant possible. Ceci est à mettre en lien avec les difficultés rencontrées, comme on l'a dit, en matière informatique. Tout se tient. Cela est dommageable car les effets de certaines mesures ou sanctions doivent être mieux évalués à notre sens et nous proposons notamment que des études de cohorte de long terme pour évaluer l'effet du Code de justice pénale des mineurs sur la récidive notamment et la réinsertion des jeunes et des mineurs, des enfants donc, soient menées. Dans le rapport, nous avons indiqué pour chaque recommandation si elle nécessitait, selon nous, une évolution législative ou pas. Beaucoup d'entre elles peuvent être mises en œuvre, si vous nous avez entendus et écoutés, par voie de circulaire, par des changements de pratiques ou par l'allocation de moyens adaptés. Notre rapport est un premier travail d'évaluation qui devra se poursuivre. Pour mémoire, le gouvernement doit remettre son propre rapport d'évaluation de la réforme au Parlement avant le 30 septembre de cette année. Cette première évaluation nous conforte dans l'idée que la réforme opérée par le Code de justice pénale des mineurs va dans le bon sens, puisqu'il raccourcit la réponse pénale sans pour autant négliger, bien sûr, la mesure éducative, mais il la met plutôt en place, et c'est mieux pour l'enfant.
Des progrès importants sont accomplis, nous saluons ces avancées. Cette réforme peut être confortée et c'est dans cet esprit que nous avons formulé une trentaine de recommandations qui figurent donc en annexe du rapport. Nous vous remercions. Merci Madame la rapporteure, merci Monsieur le rapporteur. Je vais donner la parole aux différents collègues qui souhaitent intervenir et qui se sont inscrits pour une durée de 2 minutes maximum. On va commencer par Monsieur Erwan Balanant. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. C'est mieux comme ça. Voilà, Madame la rapporteure, Monsieur le collègue, mes chers collègues, seule la loi claire, simple, limpide, transparente, compréhensible de tout peut être respectée. Devenir efficace et assurer ce que l'on peut attendre du droit, la justice, l'ordre, la prévisibilité, la sécurité, le bien-être, la paix et peut-être le bonheur. Ces mots du professeur Mallory illustrent à eux seuls l'urgence que nous avions à réformer la justice pénale des mineurs. Sa refonte était indispensable. Et le travail collaboratif du gouvernement avec le Parlement nous permet de bénéficier d'un véritable cadre général structurant toute la justice des mineurs. Et je pense que votre travail depuis le début est un exemple que nous devrions méditer et suivre. Si le CJPM a maintenu les 3 principes fondamentaux reconnus par les lois de la République de l'ordonnance de 1945, il a aussi modernisé les procédures, permettant ainsi d'améliorer et d'accélérer la prise en charge des mineurs délinquants, de leurs victimes, ainsi que des mineurs en danger. En enserrant le code pénal dans les délais légaux et en l'articulant autour d'une audience de culpabilité puis d'une audience de sanction entrecoupée par une césure, le CJPM a permis de diviser par 2 la durée totale de la procédure tout en imposant aux mineurs une période de mise à l'épreuve éducative. Cette nouvelle architecture a donc une vertu pédagogique pour tous. Fort de ces progrès, mais aussi des ajustements nécessaires dont votre rapport fait état, il est primordial de pouvoir aujourd'hui assurer la pérennité de cette réforme. Et le groupe démocrate salue à ce titre les 30 recommandations que vous formulez, notamment la nécessité du renfort des effectifs dans les juridictions sous tension. Sachez que le groupe démocrate y sera aussi attentif. Alors vous soulignez aussi l'apport bienvenu du Parlement quant à la présence avancée que nous avions eue pendant les débats, quant à la présence obligatoire d'un débat au cours des auditions libres de mineurs entendus en qualité de suspects. Ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire d'imposer aussi la présence d'un avocat aux mineurs victimes dans les mêmes conditions que le mineur auteur? Nous l'avons fait pour les majeurs récemment et il faut mettre à jour aujourd'hui notre code de procédure pénale. Merci Monsieur Balanant. Monsieur Jérémy Jordanov. Oui, je vous remercie. Moi, j'avais une question assez précise. C'est sur la question de la présomption de non-discernement à l'égard des mineurs de moins de 13 ans qui a été introduite par la loi de 2019, qui est une présomption simple. Et vous aviez un avis assez tranché sur la question avant la réforme, qui était plutôt de dire qu'il faut une présomption irréfragable, comme c'est le cas dans d'autres pays, comme le défenseur des droits le demande. Et à la lecture de votre rapport, on a l'impression que vous avez un peu changé d'avis, ou en tout cas vous êtes plus mesuré sur cette question-là. Et donc j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous avait amené à changer de position, ou en tout cas à tempérer votre avis sur la nécessité d'avoir une présomption irréfragable pour les mineurs de moins de 13 ans, ou un autre âge en fait. En France, il n'y a pas d'âge du tout. Je vous remercie. Monsieur le Président Jean-Luc Grassmann. Oui, merci Monsieur le Président. Un mot d'abord pour saluer le travail de nos rapporteurs, pour dire aussi combien cette réforme si difficile avait été globalement préparée avec une volonté de bien faire. Je voudrais intervenir sur 3 sujets. Évidemment, le problème, ce sont les délais. Je partage ce qu'ont dit nos rapporteurs. 1 an et demi n'avait pas de sens. L'efficacité de la lutte contre la délinquance des mineurs, c'est évidemment la rapidité du prononcé de la sanction et surtout son effectivité. Une sanction proportionnée, adaptée et surtout qui rappelle la ligne blanche qui a été franchie. Je voudrais interroger nos rapporteurs pour aller un peu plus loin sur les délais actuels, notamment les inciter à ne pas rester à la notion de moyenne, mais aller regarder les 10 ou 20% d'affaires les plus longues. Quel est le délai de ces affaires-là et pourquoi sont-elles aussi longues? Deuxième point, sur les moyens. Vous avez annoncé un certain nombre d'avancées sur le sujet. Y a-t-il eu dans l'ensemble des cours d'appel un travail sur le non-dit,
c'est-à-dire l'insuffisance d'un certain nombre de sanctions mises à disposition des magistrats, et un plan pour les redévelopper afin que l'autocensure de magistrats sur la prononcée de certaines sanctions, parce qu'il n'y a pas les moyens de l'appliquer dans le ressort de la Cour d'appel, il soit mis fin. Troisième et dernier sujet, vous l'avez évoqué, je crois, Madame la rapporteure, sur les éducateurs. Donc les magistrats ont une formation de qualité. Éducateur est un métier extrêmement difficile, que ce soit à la PJJ ou dans une association. C'est un métier, je vous dis ma conviction, qu'il est très difficile d'exercer pendant de longues années, qu'on ne peut faire qu'avec une bonne formation initiale, avec de la formation continue, avec un soutien, avec un encadrement. Et là-dessus, je voudrais également savoir quelles sont vos préconisations concrètes sur ce sujet, en vous remerciant de la qualité de votre travail qui honore le Parlement quand il s'enquiert de telle manière de l'application des lois votées. Merci. Madame Béatrice Rouleau. La réforme de la justice pénale des mineurs, entrée en vigueur le 30 septembre 2021, se voulait audacieuse, notamment en opérant une césure du procès pénal. Mais répond-elle à ses promesses d'efficacité? Nous ne le pensons pas. Nous soulignons d'abord la difficulté des professionnels à mettre en œuvre des délais si courts imposés par la loi, toutefois sans sanction, et nous déplorons le manque de moyens humains et financiers qui auraient dû accompagner le bouleversement de la césure du procès pénal. Mais nous nous interrogeons surtout sur l'efficacité de cette césure. N'aurait-il pas été préférable que le délai d'audience de culpabilité soit peut-être un peu plus long, mais assorti immédiatement d'une sanction? Car enfin, seule la certitude d'une peine permet de lutter efficacement contre la récidive et de remplir sa fonction préventive. Or, que se passe-t-il avec cette réforme? Le jeune délinquant déclaré coupable n'a pas de sanction au moment de la déclaration de sa culpabilité. Il est seulement soumis à une période de mise à l'épreuve éducative. Pas sûr que le mineur saisisse bien les conséquences de son infraction s'il n'est pas immédiatement sanctionné. Cette mise à l'épreuve a d'ailleurs pour but avoué de le réinsérer et d'éviter une sanction pénale ou la prison. Fausse bonne idée à l'heure où les violences sont commises par des personnes de plus en plus jeunes. D'autre part, il est regrettable que le Code de la justice pénale des mineurs ait loupé le coche de la responsabilisation des parents, car ce n'est pas à l'État qu'il revient d'éduquer les enfants de parents défaillants. Le Rassemblement national avait proposé d'introduire dans l'arsenal pénal la suppression temporaire d'allocations familiales. Enfin, ce rapport souligne l'aberration des cas de mineurs isolés ayant caché leur majorité au moment des faits, qui impose, du fait de l'incompétence de la juridiction, la relaxe. Le RN propose de considérer comme majeur tout mineur isolé ayant refusé les tests osseux. Monsieur Didier Paris. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais saluer et remercier le travail de nos deux rapporteurs. C'est un travail qui dure déjà depuis longtemps, depuis 5 années. 5 années de poursuite de ce couple de contrôle et de surveillance. C'est remarquable. C'est d'autant plus remarquable qu'en fait, c'est une méthode que nous devrions être en capacité de développer. C'est-à-dire que sur des textes de cette nature, voter la loi, c'est d'abord à préparer. Voter la loi, c'est aussi la contrôler dans son application. Et c'est ce que vous avez fait. C'est tout à fait remarquable. Je note que vous avez un élément global de satisfaction sur la manière dont elle était menée, dont elle est exécutée, globalement, ce qui ne retire pas un certain nombre de progressions. Je note d'ailleurs que il y a un tiers de vos préconisations qui supposent une modification législative, ce qui n'est pas peu quand même, ce qui est un vrai boulot complémentaire à mener. Peut-être une ou deux questions. Première question, vous l'avez peu évoqué, c'est normal parce qu'on est encore un peu trop près de la réalité, mais quid de la récidive? Est-ce que réellement, dans les contacts que vous avez eus, dans la perception qu'en ont les magistrats, les avocats et tous les intervenants, cette loi répond à la préoccupation première qui est celle de limiter la récidive par le fait d'une reconnaissance immédiate de culpabilité, quand bien même, et contrairement à ce qui a été dit, la sanction viendrait un peu ultérieurement. Ensuite, 2 ou 3 questions plus précises. Est-ce que le système de document unique de personnalité, en dehors des problématiques de plateforme et de dématérialisation, est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il est bien alimenté? Ce qui est un point essentiel de la réforme que nous avions menée. Deuxième élément, n'oubliez pas la place des victimes. J'ai compris qu'on pouvait délocaliser des dossiers en fonction du lieu de domicile de l'auteur.
Encore faut-il que ça corresponde aux besoins de la victime qui, elle, n'a pas à se déplacer dans de telles circonstances. Et enfin, plateforme mesure éducative, vous avez raison, il existe une plateforme sur les tiges. Peut-être y aurait-il intérêt à connecter les deux, à étendre la compétence de cette dernière. Merci. Merci, monsieur Hervé Solignac. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je veux remercier nos deux rapporteurs pour la qualité de leur travail d'évaluation et pour leurs recommandations. Le bilan de ce nouveau code de justice pénale des mineurs est parfois un petit peu plus nuancé si l'on se tourne vers les éducateurs, vers les magistrats ou vers les avocats. Certes, les stocks ont baissé, comme vous l'avez rappelé, mais la qualité de la réponse pénale est néanmoins parfois un peu contestée par ceux que je viens d'évoquer. Et qui remettent en cause le peu de temps laissé au volet éducatif dans la mise en œuvre du texte, certains considérant qu'ils se sont transformés en quelque sorte en auxiliaires judiciaires, passant beaucoup de temps dans des contraintes administratives ou à réfléchir aux propositions qu'ils ont à soumettre aux magistrats. Et donc ma première question est assez simple. Est-ce qu'on pouvait engager une telle réforme sans anticiper la question de la ressource humaine censée l'accompagner et qui semble aujourd'hui insuffisante? Et puis ma deuxième question porte sur la césure que vous avez évoquée, monsieur le rapporteur. Ce nouveau code de justice pénale des mineurs donne la possibilité de recourir de façon exceptionnelle à une audience unique qui statue donc à la fois sur la culpabilité et sur la sanction. Et il semblerait qu'au sein de certains tribunaux, ce qui aurait dû être l'exception est en train de se transformer en règle, notamment ceux de Paris, de Rennes ou de Lyon, au sein desquels cette procédure ne serait absolument pas exceptionnelle, notamment pour les jeunes multi-réitérants. Et évidemment, cette procédure ressemble un peu à une justice expéditive. Et donc, ma seconde question, ne pensez-vous pas que cette procédure d'audience unique risque de se généraliser et donc de dévoyer l'esprit de ce nouveau code? Et est-ce que ce que vous préconisez, c'est-à-dire l'accord du mineur, constitue un garde-fou suffisamment efficace? Y a-t-il pas d'autres garde-fous peut-être à imaginer? Et enfin, monsieur Hugo Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Je salue la continuité du travail des deux co-rapporteurs sur le sujet. C'est vrai que pour des gens qui étaient favorables à la réforme, vous avez l'air globalement satisfait. Moi, je note quand même quelques petits éléments qui m'ont un peu chatouillé, vu à la fois mon et notre opposition à l'ordonnance et à la transcription ensuite de cette ordonnance et la ratification qui va avec. Comme vous le savez, si vous avez un souvenir de ces débats qui n'est pas si apaisé que ça, qui était un des premiers gros débats pour le garde des Sceaux. Je trouve dommage que finalement on en vienne à maintenant le 22 mars 2023 à se dire ça pourrait être intéressant de faire un code de l'enfance pour articuler le civil et le pénal. Oui, vous l'avez dit à l'époque, mais c'est toujours pas fait, toujours pas le début des commencements d'un quelconque travail et d'un objectif qui va avec. Et en réalité, quand on fait une réforme qui met en avant uniquement les aspects pénaux, on fait plus de répressifs. Et ça, effectivement, ça fonctionne. En tout cas, c'est ce qui se passe. J'étais, moi, particulièrement choqué par la phrase que vous avez mise dans votre rapport, indiquant que sous l'empire de l'ordonnance de 45, vous auriez pu mettre même sous l'emprise, le juge des enfants avait tendance à délaisser sa mission pénale au profit de l'assistance éducative qu'il plaçait au cœur de sa mission. Regretter le fait qu'il y ait une primauté de l'éducatif sur le répressif, c'est quand même... Bon, fallait oser. Moi, je n'aurais pas osé. Je vous le dis très concrètement. Quant à la mise en œuvre de cette réforme bien préparée, c'est pas exactement les retours qu'on a eus avec les trames qui n'étaient pas prêtes au 1er janvier au moment de la mise en phase du déploiement, des manifestations qui ont eu, des tribunes qui ont eu lieu dans la presse par les magistrats concernés, pas par Hugo Bernalicis. Si c'était que moi, à la limite, vous pourriez me suspecter d'être hyper partisan, mais non, juste des professionnels du secteur. Et je ne crois pas qu'il y ait un problème de formation des éducateurs de la PJJ au délai court, mais juste que quand les délais sont trop courts, on ne peut pas faire son travail correctement avec un jeune qui est mis en cause. Il y aurait tant à dire encore, Monsieur le Président, notamment sur la spécialisation des JLD et la conséquence peut-être sur les jeunes pris en charge dans le dispositif du nouveau CPJM. Vous en avez déjà beaucoup dit, mais il faudrait pour ça un autre rapport. Juste par prévention, vous n'étiez pas arrivé, mais nous avons rappelé que... Vous n'étiez pas arrivé, mais nous avons rappelé le principe qui est maintenu de la primauté de l'éducatif sur le répressif et qui est préservé, y compris
dans la réforme du Code de justice pénale des mineurs et qui est établi comme un principe, qui est d'ailleurs un PLFRE, un principe fondamental reconnu par les lois de la République et donc qui a valeur à ce titre constitutionnel. Monsieur Éric Peugeot. Merci, Président, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur. D'abord, je veux aussi saluer le sérieux de votre travail en termes d'évaluation et de contrôle sur un sujet complexe. Néanmoins, moi, je suis un petit peu perplexe sur la finalité du rapport parce que, effectivement, il y a une diminution du stock, ça on le constate, mais il y a une augmentation du flux. Et pour revenir sur une des précédentes interventions, est-ce que ça ne renvoie pas plutôt à un problème de moyens au niveau de la gestion de ce flux? Moi, je pense que la sanction et la peine, ça contribue à l'aspect éducatif et à l'aspect pédagogique, et on a trop tendance à s'en éloigner. Ça, c'était mon sentiment général. Moi, il y a une mesure sur laquelle j'aimerais avoir une précision, c'est la recommandation 19, celle qui parle de cette passerelle entre l'audience de culpabilité et l'audience de sanction concernant les mineurs qui sont reconnus majeurs pendant la procédure. Est-ce que vous pourriez nous préciser, puisque vous parlez d'une modification législative, qu'est-ce que vous entendez, notamment par rapport à ce contrôle de l'âge? Je parle de ça parce que moi, dans mon département, les Alpes-Maritimes, on a un vrai problème de fond sur la gestion des MNA, des mineurs non accompagnés, et on s'aperçoit qu'il y a forte proportion de mineurs qui ne sont pas mineurs. Et donc, cette fameuse passerelle m'interpelle quand même. Merci. Et Monsieur Antoine Léaumont. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur ce rapport d'application de la loi de ratification de l'ordonnance portant création du Code de justice pénale des mineurs, j'ai déjà épuisé mes 2 minutes. Nous étions déjà opposés à cette loi. Mes collègues Bernalicis et Obono, à l'époque, vous avez dit combien le fait de sortir de cette spécialisation de la justice des mineurs et de la sortie de la primauté de l'éducatif sur le répressif, quoi que vous en disiez aujourd'hui, ils vous avaient dit à l'époque leur opposition. Et là, on a un rapport qui se base uniquement sur ce qui semble arranger les rapporteurs, c'est-à-dire à savoir que la procédure est plus rapide. Bon, d'accord, la procédure est plus rapide, mais est-ce que la rapidité est un critère d'efficacité en matière de justice? Pas forcément. D'ailleurs, vous nous dites que les professionnels ne sont pas suffisamment formés pour aller vite. Ben justement, c'est peut-être que c'est pas un problème de formation et que c'est peut-être que c'est un problème que les procédures sont désormais trop rapides. Nous, ce qui nous pose problème dans ce rapport, c'est qu'on n'a pas d'informations pour savoir si c'est mieux ou moins bien pour le mineur. C'est ça qui est un problème. Il n'y a pas d'interrogation de l'effet de la déspécialisation. On ne sait pas s'il y a une aggravation ou non des peines. On ne sait pas, bref, ce qui se passe concrètement pour le mineur qui est concerné par ce système-là. Il n'y a pas, en quelque sorte, d'analyse de la prise en charge. Il y a juste une analyse du flux. Ce qui est quand même étrange quand on parle de justice. Le seul point finalement sur lequel on pourrait être d'accord avec vous, c'est que vous pointez le manque de moyens. Ben voilà, c'est à peu près partout le cas, dans tous les services publics. Oui, on manque de moyens. De l'argent pour les riches, il y en a toujours. De l'argent pour le service public, en réalité, il n'y en a jamais. Et ça commence à bien faire parce qu'il y en a besoin. Donc là, la question des logiciels n'est pas posée. Et puis enfin, le manque de juges d'enfants et de greffiers dans les tribunaux également, on aimerait savoir où ça en est. Mais voilà. On rappellera pour les besoins de la cause que 44% d'augmentation en 5 ans, c'est les chiffres du budget de la justice. Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure. Madame Obono, vous n'avez pas la parole. Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. J'attendais que Madame Obono me laisse parler. Elle a l'arrogance qu'elle décrit au président de la République. Je vais répondre. Je vais essayer de répondre à l'ensemble des collègues, notamment à notre collègue Léaumont. Le président l'a rappelé, je crois que cette réforme du Code de justice pénale des mineurs, elle intervient sur une augmentation de plus de 40% du budget de la justice depuis 2017. Ce qu'on souligne dans le rapport, c'est qu'il y a eu des moyens qui ont été mis en place, et des moyens conséquents qui ont été mis en place
pour aboutir à cette réforme. Mais on souligne en toute objectivité aussi également qu'il y a des tensions, il manque parfois dans certaines juridictions des magistrats, des greffiers, et qu'il nous faut avoir une attention toute particulière pour la bonne mise en place et la bonne continuité de la mise en place de cette réforme, de poursuivre l'effort. Je crois que ça a été annoncé par le garde des Sceaux lors de la dernière loi de programmation justice. On a mis en place des moyens pour qu'il y ait plus d'éducateurs. Je crois que tout cela va dans le bon sens. Sur votre questionnement par rapport à la rapidité et à l'efficacité. Moi, je suis désolé, chers collègues, quand je vous entends, vous n'aurez pas un éducateur, pas un magistrat, pas un avocat qui viendra vous dire qu'il est préférable qu'un mineur ait une réponse pénale 18 mois après la commission des faits. Parfois, il ne s'en souvenait même plus de ce qu'il avait fait comme infraction, alors qu'aujourd'hui, elle intervient dans un délai entre 10 jours et 3 mois. Et avec une prise en charge en matière éducative qui intervient à l'issue des 3 mois et d'une manière beaucoup plus rapide. Donc encore une fois, là-dessus, c'est un progrès, c'est salué par l'ensemble des acteurs. La mise en place de cette audience de culpabilité, de cette césure, permet effectivement une meilleure prise en charge des mineurs, un travail plus approfondi sur les actes qu'a commis le mineur avec les éducateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut s'en satisfaire. S'agissant de l'interrogation de notre collègue Pauget, il y a peut-être une incompréhension sur ce qui a été dit sur la question des stocks et du flux. En réalité, on avait, dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, une problématique liée à la gestion du stock de dossiers sous le coup de l'ordonnance de 1945. Et il nous fallait en réalité réduire ce stock-là pour la bonne mise en place des dossiers du Code de justice pénale des mineurs. Et c'est objectivement ce qui a été fait. Je crois qu'on a résorbé le stock de 70%. Il reste encore un peu de stock dans les juridictions qui sont en tension avec des problématiques notamment sur les mineurs non accompagnés avec un stock de procédures. Mais ça va dans le bon sens. Ce qui nous a été dit, c'est que d'ici à 2023, on n'aura plus de dossiers sous le coup de l'ordonnance de 1945 pour une pleine mise en mesure donc, de la réforme du Code de justice pénale des mineurs. S'agissant de votre question sur la passerelle, en fait, ce qui nous est remonté des différentes tables rondes qu'on a pu avoir avec près de 12 juridictions, hein, donc c'est un panel quand même relativement large, c'est le fait qu'un mineur soit jugé en tant que mineur dans le cadre d'une audience de culpabilité, mise en place donc de la mesure éducative, et on arrive à l'audience de sanction, et on s'aperçoit qu'entre-temps, le mineur n'a pas été déclaré mineur, mais est devenu majeur. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a un vide juridique qui constitue à ce que les juges, dans le cadre de cette audience de sanction, soient obligés de prononcer une relaxe parce qu'ils ne sont pas compétents pour juger un majeur. Et donc ce qu'il nous faudrait imaginer dans le cadre d'une réforme législative intervenir, c'est que dès lors que l'on constate entre l'audience de culpabilité et l'audience sur la sanction que le mineur jugé en tant que mineur dans le cadre de l'audience de culpabilité est en réalité un majeur, et bien qu'il existe une passerelle pour éviter cette décision de relaxe et que le majeur soit jugé comme un majeur devant une juridiction pour les majeurs. Voilà la réforme qui, je pense, nous faut mener, qui est une réforme au fond de bon sens et qui était un trou dans la raquette. Pour reprendre les éléments de M. Bernalicis sur le code de l'enfance. Oui, évidemment, mais on l'a toujours dit que on souhaitait ce code de l'enfance, qu'on commençait par la réforme de l'ordonnance de 1945. Je pense que vous-même, vous ne contrevenez pas au fait qu'il y avait nécessité de réformer cette ordonnance de 1945. Je pense que tous les professionnels du droit, avocats et magistrats, ont pu vous le dire. C'est vrai que dans le cadre de la mise en place de cette réforme, il y a eu des difficultés de mise en place d'un certain nombre de trames. Le travail est en train d'être réalisé, d'être résorbé. Je pense que les choses vont dans le bon sens. Et puis, en dernier lieu, s'agissant de la citation que vous évoquez, elle n'est pas la nôtre. Hein, on vient de me préciser que c'était la citation de la conférence des procureurs et pas du tout une phrase qui était tirée des remarques que nous avons pu faire dans le cadre de nos auditions. Non. S'agissant des garde-fous par rapport à l'audience unique, je crois que c'est notre collègue Hervé Solignac qui posait cette question-là. En réalité, on a été très attentif, et ça a été toujours une question que l'on a posée dans le cadre de nos différentes auditions,
sur le fait qu'on soit bien clair concernant l'esprit de ce CJPM. Encore une fois, l'esprit de ce CJPM, c'est cette réforme de procédure avec la césure, et l'audience unique devait être une audience qui devait être l'exception. Et on a interrogé l'ensemble des juridictions pour savoir si cette audience unique était bien comprise et bien appliquée comme étant une exception. Je crois qu'après 1 an et demi de mise en application de ce CJPM, on a cette réponse. L'audience unique constitue bien une audience exceptionnelle. Je crois que ça correspond dans certaines juridictions à 25-30% des décisions qui sont rendues, mais c'est que concernant des grosses juridictions. Je vous prends un exemple pour la juridiction de Castres. On est par exemple à moins de 10% de recours à l'audience unique. Donc on le voit bien que sur certaines juridictions, on est en tension, notamment par des problématiques de mineurs non accompagnés. On a recours à cette audience unique, mais dans des mesures qui sont très faibles. Enfin, on est à 25% de taux, ce qui est loin d'être la majorité, comme vous avez pu l'évoquer. S'agissant des garde-fous qui existent, les garde-fous, ils existent, ils ont déjà été prévus par le Code de justice pénale des mineurs. Il y en a un qui me paraît être intéressant, c'est-à-dire que le magistrat, lorsque il a à statuer dans le cadre d'une audience unique, il peut, s'il estime que les conditions de l'audience unique ne sont pas remplies, renvoyer le dossier à une audience de culpabilité, donc on revienne à une procédure de saisir. Donc il y a déjà ce filtre qui est possible de la part du magistrat de ne pas se voir imposer la procédure d'audience unique s'il constate que les conditions ne sont effectivement pas remplies. La préconisation que nous faisons pour encore venir renforcer ces garde-fous, c'est celle que l'on a évoquée, et de constater que parfois, par souci peut-être de simplification, lorsqu'on est une audience de culpabilité, on voit l'audience de culpabilité se transformer en une audience unique avec une prononcée de la sanction. Et effectivement, on nous a dit que c'était en général pour les affaires les plus simples, effectivement souvent avec l'accord de l'avocat et du mineur, mais qu'il nous fallait peut-être formaliser ça pour renforcer encore les garde-fous et éviter que l'audience unique, il y ait un dévoiement de cette procédure de l'audience unique. Je voulais peut-être répondre à notre collègue du Rassemblement national qui nous disait qu'elle doutait de l'efficacité de la procédure. Je voudrais quand même vous faire un rappel, mais je pense que vous le connaissez. Nous considérons qu'un mineur n'a pas à être jugé comme un majeur. Or, dans la réflexion que vous avez, ma chère collègue, je suis désolé de vous le dire, mais si vous voulez que nous fassions, à l'issue de l'audience de culpabilité, que nous prononcions une sanction et que nous supprimions cette période de la phase éducative, de cette mise à l'éducative, je crois que c'est contraire à l'esprit et aux grands principes du droit qui fonde la justice pénale des mineurs. Ça a été rappelé. L'atténuation de la responsabilité, la primauté de l'éducatif sur les répressifs. Et je crois que quand on parle d'efficacité, oui, c'est une efficacité. Ce que l'on attend tous, au fond, c'est qu'il y ait une réponse pénale qui intervienne plus rapidement. Convenez quand même malgré tout que sous l'empire de l'ordonnance de 1945, cette réponse pénale intervenait 18 mois après la commission des faits. Aujourd'hui, on est dans une moyenne à 68 jours. Je veux dire, c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Je crois qu'elle peut être soulevée. Et encore une fois, cette réponse pénale, si elle intervient sur la culpabilité très rapidement, elle ne départit pas le juge d'un contrôle sur l'éducatif qui doit avoir lieu. Et encore une fois, si le magistrat estime que les conditions de cette mise à l'épreuve éducative ne sont pas remplies, que le mineur est connu, il a la possibilité de joindre l'audience de culpabilité et de la sanction et d'apporter une réponse pénale plus rapide et sur la culpabilité et sur la sanction. Donc je crois que cette réforme de la procédure, elle a vraiment prouvé son efficacité. Et je suis un peu désolé de vous le dire, mais pour le coup, je ne partage pas du tout votre constat. Certes, encore une fois, le Rassemblement national n'avait pas voté cette procédure, mais je crois que la force est de constater, si vous étiez venus les uns et les autres un peu plus à nos éditions, de constater que et les magistrats, et les avocats, et les éducateurs soulignaient l'efficacité de cette réforme. Peut-être un mot
à l'endroit de notre collègue Didier Paris, que je remercie pour ses propos. Sur la question de la récidive, vous avez raison, chers collègues. Au fond, si on met en place cette réforme, c'est évidemment pour aller plus rapidement. La question n'est pas là. La question est de savoir si, in fine, on a un impact très clair sur la récidive. Vous l'avez compris, on est seulement à N plus 18-19 mois sur la mise en œuvre de cette réforme. C'est compliqué d'arriver à déterminer si oui ou non ça a eu un impact sur la récidive. On a parmi les chiffres dont on dispose quand même, malgré tout, un constat qu'il y a une baisse de la délinquance. Une baisse de la délinquance qui se poursuit sur 2 ans. D'accord ? Donc ça pourrait laisser entendre que cette réforme a déjà produit ses effets. Il ne faudrait quand même pas, conclure de manière un peu trop hâtive. Il y a eu quand même une attention toute particulière des parquets de recourir aux alternatives aux poursuites qui doit être mis en balance avec cette baisse de la délinquance des mineurs. Je pense que ça devra faire l'objet d'une évaluation dédiée, mais pour l'heure, ça me semble un peu prématuré de faire un certain nombre donc de réponses sur cette question de la récidive. Je voudrais répondre à notre collègue qui s'est interrogé sur la présomption de non-discernement. Je crois que c'est notre collègue du groupe écologiste, sur le fait qu'on avait eu une évolution dans notre rapport, où ma collègue qui était présente avait dit qu'elle était, plus favorable à ce qu'on ait une présomption irréfragable, et moi je partageais le fait qu'il valait mieux qu'on ait une présomption simple. Au fond, Cécile Untermaier vous dira si ou pas elle évolue, mais ce qu'on constate en réalité, c'est que la question de l'âge du mineur et des poursuites du mineur en deçà de 13 ans n'est pas un problème qui se pose. C'est très minoritaire, c'est-à-dire que le mineur de moins de 13 ans n'est pas poursuivi, il fait l'objet parfois d'alternatives aux poursuites, et ça n'est que lorsqu'il y a une infraction très grave et quand le procureur l'estime, que là, pour le coup, il est poursuivi et qu'il y a un vrai débat sur la question du discernement après expertise. Mais c'est dans des cas qui sont très, 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 très peu nombreux. Donc, au fond, le fait d'avoir mis en place cette présomption simple permet d'avoir ce débat, mais qui aujourd'hui n'est pas vraiment un problème, et les choses se passent plutôt bien, sont plutôt bien reçues de la part des avocats qui peuvent avoir ce débat contradictoire, de la part des magistrats et du parquet. Ça pose absolument aucune difficulté, ce qui vient nous conforter dans le fait qu'il nous paraissait plus pertinent de laisser cette présomption simple pour permettre que cette question puisse être discutée si jamais les magistrats l'estimaient nécessaire. Je te passe la parole, Cécile, je finis. Je reprendrai peut-être après la parole, je vais vérifier si j'ai bien répondu à tout le monde. Bon, moi, je ne vais peut-être pas répondre à tout le monde parce que Jean l'a fait est très bien. Il y a une question quand même qui a été posée par mon collègue Warsmann sur les éducateurs. Je pense que vous avez raison de mettre l'accent sur parce qu'ils sont tout à fait essentiels dans le parcours du mineur. Et que nous avons un souci, c'est donner du sens à ce métier. On a beaucoup de mal à rendre attractif ce métier d'éducateur. Il faut vraiment se saisir de ce sujet et les intégrer totalement dans ce travail qui doit être considéré avec eux. Je ne dis pas pour eux, mais avec eux. Et je crois très sincèrement que le travail d'accompagnement dans la réforme n'a pas été suffisant de la part de la PJJ. Et c'est parce qu'au niveau local, des liens se sont créés entre le tribunal, les éducateurs et les avocats, que finalement, ils ont pu participer au succès. Mais je crois qu'on a un pan de ce sujet qu'on doit totalement explorer. Et c'est ce que nous dirons au ministre. Il faut vraiment travailler sur ce sujet. Il est tout à fait essentiel. Et il n'y a pas de justice pénale des mineurs sans éducateurs. C'est clair. Ils sont là à l'audience de culpabilité. Et ils ont été très déstabilisés par ça. Parce qu'ils pensaient continuer leur travail comme ils le faisaient auparavant. Or, à l'audience de culpabilité, ils ne doivent pas autant investir sur la personnalité de l'enfant qu'ils le faisaient auparavant. Donc, il va falloir travailler avec eux. Et je pense que ça passe aussi en rejoignant une préoccupation de Didier Paris quand il nous parle du DUP et du DRSE, c'est-à-dire du document de renseignement du DRSE et du DUP. Je pense que vous avez raison de considérer que ces documents, à un moment ou à un autre, il faut qu'ils se rejoignent. Je crois qu'il faut arriver à mutualiser les données.
Et il faut se heurter, il faut avancer sur ce sujet, faire en sorte que le travail fait par l'éducateur serve au magistrat et que le magistrat ne reprenne pas sa copie, parce que c'est encore trop souvent le cas dans nos dispositifs, soit judiciaires, soit administratifs. Donc on a un vrai sujet qui rejoint la préoccupation de M. Barsman et de Didier Paris. Alors, sur les ressources humaines, comme le disait Hervé Solignac, c'est vrai que ça a été compliqué, parce que les ressources humaines, elles ne sont pas encore au rendez-vous, mais elles vont l'être, nous l'espérons. En tout cas, c'est un gage de réussite si les effectifs sont là. Pour les moyennes juridictions, il n'y a pas de difficulté. Ils arrivent à tenir, ils arrivent à tenir. En revanche, pour les grosses juridictions, il y a une espèce de course en avant. Pour le moment, ils tiennent les délais, mais à un moment ou à un autre, un congé de maternité ou un départ est non remplacé immédiatement et le délai n'est plus tenu. Donc on est dans un flux très tendu qui oblige effectivement à des effectifs, et ça, je crois que le ministre en convient. Sur la question de la présomption simple de non-discernement. Alors, nous y avons consacré plusieurs pages dans le rapport. Moi, j'ai porté la présomption irréfragable parce qu'elle me paraît avoir toujours le mérite de la simplification. C'est un message clair qui est donné aux magistrats et aux services de police et de justice, et aussi au monde de l'éducation. Parce que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on a des dépôts de plainte pour un vol de trousse. Et ça n'est pas possible. Il faut aussi que l'éducation, parce que ça se passe au collège et que l'enfant a moins de 13 ans, on n'ait pas ce réflexe du dépôt de plainte et qu'on aille voir au sein de l'institution le moyen de résoudre ce problème. Donc je pense que quand même la dimension, le questionnement sur la présomption irréfragable, il est quand même devant nous, même si, il faut bien le dire, en toute honnêteté, les magistrats ne nous ont jamais interrogés spontanément sur ce sujet. Ils ont admis quasiment et appliqué un principe du caractère irréfragable de la présomption simple de non-discernement. Il n'y a pas, mais nous n'avons pas les statistiques pour le moment et nous allons les demander. Nous n'avons pas pour le moment de dérive qui fait qu'on aurait pu aller rompre cette présomption simple. Elle fonctionne, me semble-t-il, mais je n'ai pas assez d'éléments encore pour cela, comme une présomption irréfragable. Mais si elle fonctionne comme cela, alors peut-être que nous pourrions y aller par la suite. Moi, je pense qu'il fallait faire ce pas, puisque nous étions quand même très loin l'un de l'autre sur ce sujet, et que c'est la ministre qui a décidé d'une présomption simple, alors même que ça n'était pas dans le sujet. On a porté par le caractère irréfragable, on a obtenu la présomption simple. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Très sincèrement, je pense qu'il faut qu'on voit, wait and see, voyons comment ça se passe, ayons les éléments, et si on s'aperçoit qu'il y a nécessité d'aller vers ce caractère irréfragable, allons-y, comme le font beaucoup d'États de l'Union européenne. Voilà. Il est clair que si j'avais constaté que la présomption simple ne fonctionnait pas, j'aurais été très sévère dans le rapport et j'aurais demandé le caractère irréfragable. Je dois dire que j'ai eu le sentiment, mais peut-être que je me trompe, on verra par la suite, mais j'ai eu le sentiment que les magistrats, tout le monde faisait son affaire de ce qu'en deçà de 13 ans, eh bien, on ne s'occupe pas de savoir s'il a du discernement ou pas. Il n'en a pas, et c'est la mesure éducative qui s'applique. Voilà. Mais je vous invite à vous reporter aux pages 38, 39 et 40 du rapport, dans lequel nous développons un certain nombre de préconisations pour une question qui, me semble-t-il, est majeure. Sur le Code de l'enfance, je ne peux pas laisser dire qu'on n'y a pas pensé. On a tous pensé au Code de l'enfance. Et de toute façon, je pense que ce Code-là, par les renvois qu'il fait à l'aide sociale à l'enfance, les rapports avec les enfants éclairent déjà un peu ce que pourra être le Code de l'enfance. Donc, soyons positifs, considérons que ce Code de justice pénale des mineurs était une nécessité pour dire que nous savons et que nous nous préoccupons des enfants qui sont dans la difficulté à raison des infractions qu'ils commettent, mais quelquefois plus graves encore, et avançons clairement, bien sûr, vers un Code de l'enfance. Moi, c'est mon vœu le plus cher. Je pense qu'il est partagé partout ici. Et au lieu de considérer
que ce code-ci serait un empêcheur. C'est, à mon sens, au contraire, un élément éclaireur et dynamisant pour aller vers le code de l'enfance, puisque notre préoccupation, c'est d'abord l'enfance dans notre pays. Voilà, moi je crois que tu as tout dit. Bon. Bien, eh bien, monsieur le rapporteur, vous voulez dire un mot supplémentaire? Juste un mot complémentaire, je m'en voudrais de ne pas avoir répondu à notre collègue Balanant. Lui dire que je partage avec lui la réflexion et le constat très positif sur le fait que la victime soit prise en charge beaucoup plus rapidement. S'il y a vraiment une plus-value importante à cette réforme, c'est le fait aujourd'hui que la victime puisse se voir indemnisée dans un délai de 10 jours à 3 mois, ce qui n'était pas le cas avant, puisque cette indemnisation elle intervenait en moyenne 18 mois après la commission des faits. Donc c'était pour le coup là une vraie plus-value, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés, parce que parfois il faut que très rapidement les victimes puissent avoir les éléments pour produire ces éléments dans le cadre des audiences pour permettre leur indemnisation, ce qui parfois complexifie un peu les choses, mais il y a des dispositifs qui permettent que l'indemnisation de la victime se fasse à l'audience de culpabilité ou lors de l'audience de sanction. La réflexion qu'on avait autour de la présence de l'avocat, c'était plutôt le constat que notamment dans les juridictions rurales, quand on a notamment interrogé les juridictions comme Castres ou comme Rodez, des juridictions où les avocats nous ont dit, nous, on applique très favorablement cette réforme. La seule difficulté qui se pose à nous, c'est la question des auditions libres des mineurs. Quand on a 1 heure et demie de route à faire et qu'on doit être présent lors de ces auditions libres, ça pose difficulté. Alors très loin de leur côté de venir remettre en cause le fait qu'il y avait l'obligation de leur présence lors de ces auditions libres, bien au contraire. Mais comme l'a dit Cécile Intermanière, je crois qu'il faut qu'on ait ensemble une réflexion avec des bonnes formules qui sont trouvées des fois par les juridictions entre magistrats, parquets et avocats pour créer des permanences dédiées justement pour éviter ces mises en difficulté des avocats et in fine les ralentissements des rallongements de la procédure. Sur votre réflexion sur la présence de l'avocat pour assister les victimes lors de leur dépôt de plainte, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a nous évoqué ni même qui est remonté, mais ça me paraît pour le coup d'être important d'avoir voilà, dès lors qu'on le prévoit pour les majeurs, que ça puisse être le cas évidemment pour les mineurs, évidemment réflexion, et merci pour cet apport. Merci. Il nous reste en application de l'article 145 alinéa 7 du règlement à voter pour autoriser ou non la publication du rapport. Et donc je rappelle que ce n'est pas l'approbation du rapport, mais sa publication ou non qui est soumise à vos votes. Qui vote pour la publication du rapport? Qui vote contre? Eh bien, le rapport est autorisé à la publication. Je vous remercie à tous et je lève la séance de commission. Merci encore.